Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Rebecca Pimienta. Je suis travailleuse sociale et la coordonnatrice de Connexion pour les personnes proches aidantes endeuillées. Ce projet vise à accroître le soutien offert aux personnes proches aidantes pendant la période de la post-aidance. Notre mission est de faciliter l'accès à de l'information, aux compétences et aux ressources sur le deuil des personnes proches aidantes, aux familles, amis et intervenants qui les accompagnent. Alors, l'événement d'aujourd'hui est organisé par notre projet en partenariat avec le Centre canadien d'excellence pour les aidants, la Fondation Azrieli, l'Université McGill, le CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal et le CREGES, dont le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. Nous avons un invité spécial aujourd'hui, la docteure Isabelle Van Pevenage, chercheure d'établissement au CREGES et professeure associée au département de sociologie de l'Université de Montréal, dont les travaux portent notamment sur les soins palliatifs, la proche aidance et le deuil. La discussion sera animée par Patrick Durivage, travailleur social et coordonnateur du domaine d'expertise en soins palliatifs au CREGES, spécialisé dans les soins palliatifs à domicile et le soutien aux personnes proches aidantes. Comme nous avons un grand nombre de personnes aujourd'hui, nous vous invitons à écrire dans le clavardage d'où vous nous rejoignez. Nous souhaitons également reconnaître que Connexion pour les personnes proches aidantes endeuillées travaille sur des terres non cédées qui ont traditionnellement servi de lieu de rencontre et d'échange entre différents peuples autochtones. Ces peuples sont reconnus comme les gardiens traditionnels des terres sur lesquelles nous nous situons. Connexion pour les personnes proches aidantes endeuillées s'engage pour l'équité envers les personnes proches aidantes et les professionnels autochtones et à apprendre des communautés autochtones et collaborer avec elles. Alors, quelques points logistiques avant de commencer. Nous demandons toujours de respecter la confidentialité de ce qui est partagé pendant nos sessions. Les outils automatisés de prise de notes avec IA ne sont pas autorisés pendant ces réunions. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que cette session est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube par la suite. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les écrire dans le clavardage et nous y répondrons ensemble plus tard pendant la discussion. Alors, un aperçu rapide de l'ordre du jour. L'introduction à la communauté de pratique. Une présentation de l'outil, la cartographie des facteurs influençant l'expérience des personnes proches aidantes face aux pertes, avec la discussion sur les facteurs influençant le deuil des personnes proches aidantes avec Isabelle, et puis un peu de temps pour les questions et la conclusion. Alors, bienvenue à notre communauté de pratique. Les communautés de pratique sont des groupes spécialement conçus pour rassembler des professionnels et des praticiens qui souhaitent mieux soutenir les personnes proches aidantes dans le secteur de la santé et des services sociaux. Ces groupes permettent le transfert de connaissances, l'apprentissage entre les pairs et le développement des compétences. Nous offrons ces communautés de pratique en anglais et en français en alternance à chaque mois. La réalité est que le deuil des personnes proches aidantes est souvent différent de celui des non-aidants et c'est ce qui nous a conduit à créer une communauté de pratique sur le deuil des personnes proches aidantes. Et nous aimons toujours commencer avec cette citation par Vicky Harrison qui dit « Le deuil est comme l'océan. Il arrive par vagues qui vont et viennent. Parfois, l'eau est calme, parfois, elle nous submerge. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprendre à nager. » Et là, je passe la parole à Patrick et Isabelle. Bonjour, merci Rebecca pour ta présentation et bienvenue à tous. Et merci Isabelle d'avoir accepté notre invitation à discuter avec nous, avec notre comité de pratique, l'outil de la cartographie et tous les facteurs qui viennent avec l'outil. Donc, c'est un immense plaisir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bon, Isabelle et moi, on travaille ensemble au CREGES. Donc, le tutoiement est d'office et on a une certaine collégialité, donc on travaille ensemble. Donc, ça se peut que des fous rires entre nous, des petites flèches dans notre discussion sur, sur la thématique du deuil. Donc, malgré que le deuil, c'est un sujet qui peut être parfois chargé émotivement,
mais aussi de l'espace pour l'humour et des échanges cordiaux et vraiment une perspective autre que tristounet, comme on peut dire. Alors, merci Isabelle. Je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose à ta présentation qui a été Ah, faite par merci. Rebecca. Oui, ben merci Patrick, merci Rebecca, merci beaucoup à la connexion, évidemment, pour les personnes proches aidantes endeuillées, toi, Pam et Zelda et Patrick qui m'avaient invité à présenter aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, en fait, de le faire. C'est toujours, on travaille ensemble depuis maintenant, quoi, 1 an et demi, 2 ans, peut-être même plus. Euh, Très agréable, donc merci pour l'invitation. Très bien. Donc, on voulait un échange vraiment entre nous tous. Alors, si des gens ont des questions on vous invite à utiliser le clavardage pour nous signifier vos questions. Et on va commencer. On a une petite présentation PowerPoint, là, vraiment juste pour des repères visuels de ce qu'on discute. Mais on va essayer d'avoir un peu de temps à la fin pour vos questions. Donc, si c'est une question urgente, utilisez votre main. On va vous passer la parole. Et sinon, on va regarder, moi et Rebecca, la clavardage pour les questions qui sont posées et qu'on Alors, pourra, qu'on pourra répondre plus dans les différentes sections de notre présentation. Hmm. Bah, juste pour information, en fait, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est pas du tout une présentation classique comme moi j'ai l'habitude de faire dans des conférences. On a préféré fonctionner sous forme de questions-réponses. Donc, Patrick va me poser des questions, j'y réponds, puis on va faire ça super fluide. Voilà. On l'espère. Oui. Donc, Isabelle, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine de la cartographie? Quand est-ce que ça a commencé? Comment ça s'est développé? Comment vous avez réussi à concrétiser ce projet-là, en fin de compte? D'accord. Ben, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la cartographie des facteurs qui influencent le deuil. En fait, je pense pas. Certains, peut-être que oui, certains, peut-être que non. En tout cas, ça se présente ici ici, on a un manuel de l'animation. Je vais parler d'abord de l'origine, mais vous allez voir, on va vous montrer ce que c'est comme outil, en fait, parce que c'est un outil. Donc voilà, je pensais que mon téléphone était sur mode avion, mais visiblement, il y a des gens qui sont encore capables de me téléphoner quand je suis en mode avion. Excusez-moi pour ça. Donc, l'origine de l'outil. Je vais faire une petite histoire, je vais faire un petit détour en fait par une petite histoire personnelle. Donc, j'ai une sœur aînée, j'en ai une plus jeune, mais ma sœur aînée est psychologue, clinicienne en soins palliatifs pédiatriques à Bruxelles, à l'hôpital des enfants. Elle travaille là depuis de très, très nombreuses années. Et il y a peut-être 10-15 ans de ça, elle se questionnait sur sa pratique parce que elle accompagne évidemment les parents d'enfants qui sont amenés à décéder ou qui sont décédés. Et malgré ces grandes années de pratique, malgré ces nombreuses années de pratique, elle a constaté à un moment donné que son jugement clinique n'était pas toujours exact. Je m'explique. En fait, elle croisait des parents qu'elle suivait et parfois elle mettait en place un suivi assez important pour certains parents parce qu'elle pensait sincèrement que ces parents-là allaient avoir besoin de plus de soutien au moment du deuil. Et parfois, elle croisait des parents et elle se disait, bah, tiens, je pense que ceux-là, ils vont plutôt être en mesure de se développer, enfin de traverser cette période-là avec du soutien de leur entourage, etc. Et donc, elle avait tendance à ne pas mettre de suivi plus conséquent en place. Et elle s'est rendue compte à un moment donné bah, qu'elle arrivait à se tromper malgré toute cette expérience-là. Bah, il y avait des parents à qui elle avait offert beaucoup de soutien et qui se sont avérés bien se débrouiller, et d'autres à qui elle n'offrait pas de soutien et qui tombaient quand même entre les cracks. Et donc, elle a commencé à avoir une réflexion là-dessus et elle s'est dit, mais comment est-ce que je peux faire pour systématiser davantage mon observation? En fait, oui, mon jugement clinique est important, mais visiblement, ça suffit pas. Il faudrait que je sois capable
de mieux comprendre quels sont les facteurs qui vont permettre à ces personnes-là de rebondir plus facilement, ou quels seraient les facteurs qui pourraient m'indiquer que ces personnes-là auraient besoin de plus de soutien. Et donc, elle a recommencé ses études après un doctorat. Elle est repartie sur les bancs de l'université 15 ans plus tard, et elle a fait ce qu'on appelle un diplôme interuniversitaire en France, et elle a fait un mémoire dans lequel elle a commencé à réfléchir à ces facteurs-là. Alors, entre-temps, moi j'ai terminé mon doctorat à Montréal, et je suis arrivée au centre de recherche et d'expertise, et j'ai rencontré Patrick Durivage, ici même, et qui travaillait sur les soins palliatifs gérontologiques. Et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, je ne connais pas du tout ça. Mais comme ma sœur travaille en soins palliatifs, je m'étais dit, ah c'est chouette, je vais apprendre à, voilà, je vais m'insérer dans l'expertise de ma sœur, mais à l'autre bout du spectre de la vie. Et donc, on a commencé avec Patrick à avoir cette discussion sur l'outil de ma sœur. Et on s'est dit, bah tiens, on pourrait vraiment faire un outil, créer un outil qui permettrait justement de systématiser cette observation des personnes, des enfants, mais aussi des personnes proches aidantes, de personnes âgées. Systématiser ça pour aider les intervenants voilà, à identifier en fait des personnes qui auraient besoin de plus de soutien, ou encore des personnes qui en auraient moins besoin. Donc on a révisé l'outil de ma sœur. On est reparti faire une revue de littérature en fait sur les facteurs qui influencent le deuil. Vous allez voir à la fin de la rencontre, on va vous mettre des liens vers cette revue de littérature. On a fait une grosse revue de littérature, il y a 250 références là-dessus. Et donc voilà, on a amélioré, si on veut, l'outil encore. Et puis, une fois qu'il s'est terminé, on a fait des petits tests avec des intervenants, on a publié dans une revue, et on a créé une formation en ligne pour soutenir les intervenants dans l'appropriation, si on veut, de l'outil qu'on va vous proposer. Et donc voilà, comme je l'ai dit, cet outil permet de systématiser l'observation des personnes pour leur offrir un meilleur soutien. Puis là, je vais vous partager, pardon, je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi on est arrivé. Donc, la revue de littérature, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien, merci. Ok, d'accord. Donc, la revue de littérature nous a permis de recenser en fait 71 facteurs qui sont susceptibles d'influencer le deuil d'une personne après une période de proche aidance. Ou pas finalement, en fait, parce qu'il y a des personnes qui pourraient bénéficier de la cartographie sans être passées par une période de proche aidance, mais nous, on s'est consacré là-dessus. Donc, 71 facteurs qui influenceraient le deuil. Et on a rajouté à ces 71 facteurs-là une autre dimension, en fait, qui est celle des facteurs de deuil compliqué, en fait, ce sont des facteurs qui doivent être pris un petit peu à part, hein, parce que si ces facteurs-là sont identifiés dans la situation, en fait, il constitue, c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge, hein, il constitue une sorte de drapeau rouge pour les intervenants, parce que si l'un ou l'autre de ces facteurs est identifié dans la situation, ben, ça ne signifie pas nécessairement qu'il va y avoir un deuil compliqué, mais il faut absolument mettre en place une certaine vigilance pour être sûr qu'il n'y aura pas mettons, de complications lors du deuil. Puis les facteurs de deuil compliqués dont on parle ici, vous allez les voir, mais on parle par exemple de la mort d'enfants, de mort par suicide, de relations qui ont été très très fusionnelles par exemple, ou de santé mentale, de problèmes de santé mentale qui sont préexistants à la situation du deuil. Donc, 71 facteurs, et voici l'outil en lui-même. Donc ça donne en fait la cartographie qui regroupe
l'ensemble des facteurs en une seule page. Hein. Donc, dans le guide d'utilisation que vous pourrez télécharger, vous constaterez en fait que l'outil se présente en une seule page qui va faciliter, on va le voir un petit peu plus tard, et cette page, en fait, cette concentration de tous les facteurs dans une seule page, elle va nous faciliter, comme on va le voir, la lecture des résultats. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Peut-être arrêter Et, le partage là. et quand vous avez fait la revue de littérature avec ta sœur, est-ce qu'il y a des facteurs qui vous ont un peu étonné, qui vous ont surpris, que peut-être qui n'étaient pas dans la vision ou dans le champ d'intérêt de ta sœur? Est-ce qu'il y a justement des facteurs qui vont dire, ah, ça c'est intéressant? Alors, je ne sais pas s'il y a des facteurs qui nous ont réellement étonnés à proprement parler. Je pense que ce qui nous a vraiment étonnés, et vous allez voir que c'est en fait la substance de l'outil, la manière de fonctionner de l'outil, ce qui nous a étonnés, c'est de trouver des résultats qui sont contradictoires dans la littérature sur certains facteurs. Hein. Mais comme je le dis, en fait, cette ambiguïté, ces contradictions, en fait, elles vont se retrouver au cœur même du principe d'utilisation de la cartographie. Par contre, il y a des facteurs, en fait, qui, sans nous avoir étonnés à proprement parler, euh, il y a des facteurs dans la cartographie qui sont pas super évidents à comprendre euh, à la première lecture. Hein. Donc là, je vais vous repartager mon écran pour vous en montrer enfin, pour que vous ayez une vision de la cartographie. Vous voyez ma souris qui bouge ou Oui. quand je la bouge? Voilà. Je vais donner deux exemples très très pratiques hein, donc de ces Mhm. facteurs en fait qui sont un petit peu pas évidents au moment même. Dans la dimension de la relation à la personne malade, on retrouve deux facteurs qui sont le support pratique et le support financier. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Comment est-ce que le soutien pratique qui a apporté par la personne proche aidante à la personne malade pourrait constituer, au moment du vécu de deuil, une ressource? Ok? Comment ça se fait, enfin, comment on pourrait imaginer ça? Eh bien, en fait, on pourrait imaginer que euh, les échanges qu'il peut y avoir entre la personne proche aidante et la personne malade euh, puissent être, par exemple, le témoin d'une relation soutenue, d'une relation en fait de qualité. Par exemple, si la personne proche aidante apporte souvent des repas, qu'elle fait le ménage, qu'elle aide pratiquement parlant la personne malade dans son quotidien, eh bien, ces échanges pratiques, qui sont probablement le témoin d'une relation de qualité, eh bien, au moment du vécu de deuil, ces échanges, ils pourraient faire l'objet d'une relecture de la situation qui soit des moments partagés, hein, donc des moments de souvenir, des moments qui pourraient apporter finalement un sentiment d'accomplissement à la personne endeuillée. Hein. Donc, j'ai beaucoup aidé, j'ai fait des choses vraiment très, très concrètes pour la personne malade. Ben, au moment du deuil, je me sens plein ou pleine de ces moments que j'ai offerts à la personne. Et pour le support financier, c'est plus concrètement, par exemple, on pourrait imaginer que si la personne malade, par exemple, offrait un support financier ou était à l'origine d'un support financier vers la personne proche, ben, on peut imaginer que au moment du décès, après le décès, en fait, le support financier-là, il peut cesser et que ça peut mettre évidemment la personne proche aidante dans une situation financière qui serait instable. Alors, qu'est-ce que tout ça nous apprend? En fait, ce sont puis j'allais mentionner après, mais c'est deux éléments qui n'étaient pas dans la littérature, mais que nous, on a considéré important de mettre dans la cartographie.
Voilà. Et ce qui est important, est-ce que tes deux exemples soulèvent, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas de pondération, il n'y a pas de facteur plus important un que l'autre. C'est ça. Non, non, mais ça, je vais y revenir tantôt là, mais Mhm. ce que ça veut simplement dire, c'est qu'il y a des facteurs qui, quand vous allez regarder la cartographie, pourraient vous sembler un petit peu obscurs, mettons. Euh, voilà, je donne ces deux éléments-là, mais par exemple, en quoi les projets de vie de la personne malade pourraient être un support au moment du vécu de deuil de la personne proche aidante. Eh bien, le simple fait que la personne malade était dans dans une perspective plutôt positive, même si les projets de vie étaient des projets à court terme, eh bien, ces projets de vie pourraient soutenir la personne proche aidante au moment du deuil en se disant, ah ben je suis contente parce que jusqu'à la fin, il y a eu des petits projets. Et jusqu'à la fin, eh bien, on a l'impression d'avoir vécu une vie la plus pleine possible. Donc, on parle ici vraiment de facteurs qui, à première vue, pourraient être, voilà, pourraient sembler pas évidents. Ceci étant dit, il y a une revue de littérature, hein, donc chacun des facteurs qu'on a identifiés se retrouve dans cette revue de littérature où on est beaucoup plus explicite sur la manière dont euh, ça pourrait être une ressource ou une entrave au moment du deuil. Donc, à part Voilà. les deux éléments que tu as parlé, du soutien financier et pratique, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui n'étaient pas contenus dans ta revue de littérature? Oui, alors, oui, évidemment, il y avait, ça c'est intéressant parce que euh, moi j'ai beaucoup de chance, je suis sociologue, généralement les sociologues ils sont considérés comme étant plongés tout le temps dans leurs bouquins, dans leur tour d'ivoire, mais j'ai énormément de chance parce que euh, oui, il y a des chercheurs dans ce projet-là, mais il y a surtout, en fait, des intervenants et des intervenantes. Et donc, ça nous a permis, en fait, de bonifier la cartographie en ajoutant des facteurs qui ne sont pas dans la littérature. On a eu beau chercher, il y a des éléments où on se disait, mais il doit bien y avoir, ça doit bien constituer un support ou une ressource, mais on ne trouvait pas de référence là-dessus, ce qui ne nous a pas empêché de les ajouter, puisqu'ils étaient fondés sur la pratique de ces intervenants. Euh, je vais, euh, je vais donner quelques exemples. Par exemple, la situation résidentielle entre la personne proche aidante et la personne malade. Ici, on pourrait se dire, bah, tiens, voilà, on a une situation dans laquelle personne proche aidante et personne malade cohabitent. D'accord? Par exemple, une mère âgée qui vient cohabiter avec sa fille pour pouvoir profiter de l'aide et elle vient terminer, entre guillemets, sa vie pendant 1 an, 2 ans chez sa fille. Eh bien, ça facilite l'aide, c'est sûr, mais on peut aussi considérer que, et à ce moment-là, ça pourrait être une ressource lors du deuil, mais on pourrait aussi considérer que cette cohabitation serait une entrave au moment du deuil parce que la personne proche peut se sentir envahie, elle peut se sentir dépossédée de son intimité, elle peut se sentir, je disais envahie parce que la maison devient un hôpital, par exemple. Et donc, on n'a plus de place pour vivre. Voilà, notre chez-soi n'est plus un chez-soi parce qu'en fait, il est devenu un lieu de soins pour mon parent, pour mon conjoint, etc. Et donc, la cohabitation résidentielle peut être un problème. Une autre situation liée à la situation résidentielle, ça pourrait être justement l'éloignement géographique. Je suis loin, je suis à 6 000 kilomètres de mon père, de ma mère ou de mon frère ou de ma sœur. Eh bien, la situation résidentielle, elle va être probablement ici une entrave lors du vécu de deuil parce que je n'aurais pas pu m'investir comme j'aurais voulu m'investir. Mais ce facteur-là, ben, il n'était pas dans la littérature, mais donc nous, on s'est permis de l'ajouter. Un autre élément, ça pourrait être l'apparition, la durée, en fait, le temps entre l'apparition des symptômes d'une maladie et le diagnostic. Hein, donc parfois, une personne peut se sentir malade
Elle consulte, on trouve rien. Un médecin peut dire, ah, ben, on voit pas, on sait pas, etc. Et cette durée, en fait, entre les symptômes et le diagnostic, plus elle est longue, plus elle peut être compliquée lors du vécu de deuil parce qu'on peut se dire, pourquoi j'ai pas été creusé plus vite? Pourquoi est-ce que les médecins n'ont pas creusé? Et donc, on peut se retrouver avec des pensées intrusives au moment de la relecture de la situation, des choses qui sont vraiment difficiles. Donc, cette durée entre l'apparition des symptômes et le diagnostic peut être une entrave au moment du deuil. C'est des beaux exemples qui, je pense, parlent aux intervenants qui accompagnent les proches, justement, sur quand les proches vivent certains regrets dans leur processus de deuil, ils font une relecture de leur accompagnement, puis des fois, Oui, l'accompagnement, c'est bien souvent avant le diagnostic, oui, et des fois, de convaincre la personne qui est malade d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide, exact. de l'accompagner dans le système de santé. Donc, cette trajectoire-là de la proche aidance débute bien souvent avant le diagnostic et ce facteur-là, je pense, fait écho pour certains intervenants. Donc, Exact. ça, c'est bien d'avoir intégré la perspective des intervenants, des proches et de la littérature. On voit que c'est un outil qui a été bonifié de différentes sources. Et est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, parce que le temps passe assez rapidement, comment on utilise la cartographie dans le Ouais. concret? Alors concrètement, en fait, c'est assez simple. C'est vraiment l'idée est assez simple. En fait, on réfléchit à chacun des facteurs, en fait, aux différents facteurs que je vous ai montrés. Et l'idée, en fait, c'est de se poser la question, est-ce que ce facteur, par exemple la situation résidentielle comme je viens d'en parler, est-ce que ce facteur pourrait constituer au moment du vécu du deuil une ressource pour la personne proche aidante ou une entrave, donc une difficulté supplémentaire. Et donc, en fonction de la réponse, en fait, on va colorier, on va surligner le facteur dans une couleur qu'on utilise, par exemple le vert, évidemment, c'est le classique. On utilise le vert pour les facteurs qui constitueraient, à notre avis, des ressources, ou on utiliserait un rouge ou un fluo orange, là, ici, un orange pour les facteurs qui pourraient constituer éventuellement une entrave lors du vécu de deuil. Euh, Par exemple, si on prend le facteur santé physique, la question est assez simple, en fait, c'est de se demander si, à notre avis, la santé physique de cette personne proche aidante pourrait constituer pour elle une ressource ou une entrave. Je m'explique. Euh, Mettons que ça fait un an que je me préoccupe de ma mère, que je m'en occupe. Et pendant une année, j'ai laissé complètement aller mon état physique. D'accord? Ça fait un an que je ne me suis pas occupée de moi. Ça fait un an que je n'ai pas fait d'exercice physique. Ça fait un an que j'ai pris du poids ou que j'en ai perdu beaucoup, au contraire. En tout cas, peu importe. Euh, le problème, en fait, c'est qu'une fois arrivé au décès de la personne, ben, ma santé physique deviendra un problème à gérer en plus de mon deuil à vivre. Et donc, effectivement, peut-être que ma santé physique deviendra une entrave supplémentaire à mon vécu de deuil. Au contraire, je peux être une autre personne, mais pendant la maladie de ma mère, j'ai vraiment fait attention. Je me suis dit non, je ne vais pas me laisser je vais pas me laisser obséder ou envahir par cette situation. Je vais continuer à aller faire ma course à pied 3 fois par semaine. Je vais consulter mon médecin de famille parce que je suis fatiguée, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de fer, etc. Et donc, je vais m'occuper de moi. Et donc, au moment du décès de la personne, bah, ma santé physique, elle sera plutôt une ressource pour moi parce que je serai en état de ramasser, de vivre toutes ces émotions-là avec une santé physique plutôt positive. Euh, Même chose pour tous les autres, hein. Un bon réseau social, le facteur est surligné en vert. Par contre, une autre personne n'a pas un réseau social très étendu, je le surligne en rouge, d'accord? Et j'essaye de faire ça avec un maximum de facteurs.
C'est difficile d'avoir tous les facteurs, hein. On n'a pas on a rarement une vision holistique, enfin exhaustive, pardon, de la situation, mais je le fais avec le plus de facteurs possible. Et au bout du compte, en fait, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va faire que je vais pouvoir visuellement me rendre compte, tiens, la cartographie comporte beaucoup de facteurs qui sont surlignés en rouge. Et donc, je me dis, ah, peut-être qu'il faudrait que je mette un peu de soutien en place pour cette personne-là, euh, en me basant évidemment sur les facteurs qui sont liés en vert, parce que cette personne-là a peut-être quelque chose de positif dans sa cartographie, et c'est un bon indicateur du soutien que je pourrais lui apporter. Euh, ou au contraire, bah tiens, cette cartographie, elle comporte beaucoup de vert et donc j'ai l'impression que cette personne-là, elle devrait plutôt bien s'en sortir, comme la majorité des gens d'ailleurs. Alors, une fois qu'on a compris évidemment l'idée des ressources et des entraves, euh, je pense que ce qui est vraiment intéressant de voir ici, c'est le cœur de ce principe, c'est que chaque facteur, il est a priori neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur qui est en soi une ressource ou en soi une entrave. Donc, un même facteur peut être une ressource pour quelqu'un et pour son voisin être une entrave, hein, d'accord? Il n'y a pas une nature propre à un facteur. Euh, L'idée, en fait, c'est de chaque fois, et c'est vraiment important, c'est de vous baser sur votre jugement clinique. Et on n'insistera jamais assez sur l'importance de ce jugement clinique parce que c'est vous et vous-même, vous seul, avec la personne proche aidante qui est en mesure, en fait, d'identifier si ce facteur est une ressource ou une entrave. Je vais vous donner deux exemples en partageant en fait ma diapo. Euh, Attendez, hop, une fenêtre. Voilà. Est-ce que vous voyez de nouveau ma cartographie? Oui, la cartographie. Voilà. Donc, ici, en fait, ça vous donne une cartographie qui est plutôt positive, hein. Donc, vous avez vu que ici, on est en présence d'une personne euh, avec qu'on suit et on constate en fait que ben, la cartographie, elle tire plutôt sur le vert que sur le rouge. La neutralité des facteurs, en fait, ici, le travail. Je vais vous donner la situation du travail. Donc, la situation professionnelle et financière de la personne proche. Ici, elle est surlignée en vert. Donc, on est en présence d'une personne qui a un emploi qui est stimulant, qui est ressourçant, avec des collègues qui sont soutenants, et elle a des bonnes ressources financières, donc elle est surlignée en vert. Mais par contre, pour une autre personne, cet emploi pourrait alors, c'est un autre emploi, mais cet emploi pourrait vraiment être une entrave, c'est-à-dire que on est en présence d'une personne dont le patron est pas du tout soutenant, pas du tout compréhensif dans tout ce qu'elle a fait comme personne proche aidante, qui n'autorise aucune flexibilité au travail, des collègues qui sont pas très compréhensifs et un travail en fait qui est pas très stimulant. Donc le fait est que ici c'est surligné en vert, mais que pour une autre personne ça pourrait être surligné en rouge. Je reviens sur la subjectivité de la situation, hein. Donc c'est uniquement vous et vous seul avec la personne qui pourrez identifier en fait si c'est une ressource ou une entrave. Euh, et l'autre raison qui fait que tous les facteurs sont considérés a priori comme neutres, c'est le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai mentionné, dans la littérature même, donc dans les recherches scientifiques, eh bien, il y a des contradictions. Donc, il y a des gens qui estiment qu'un tel facteur pourrait être
une ressource, alors que d'autres chercheurs vont au contraire dire, bah, attention, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Je vous donne deux exemples. La spiritualité, hein. Il y a de nombreuses recherches qui montrent que la spiritualité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant au moment du vécu de deuil. Ça peut être une ressource extrêmement euh, importante pour les personnes proches aidantes, mais il y a d'autres recherches qui disent, attention, oui, la spiritualité, ça peut être quelque chose d'extrêmement soutenant, mais il y a des spiritualités où il y a des situations où la spiritualité peut être une entrave au moment du deuil, notamment parce qu'elle est culpabilisante. Ok? Je vous donne l'exemple de personnes qui pourraient être décédées du sida, ok? Ou qui pourraient faire donc la personne décédée est une personne qui est issue de la communauté LGBTQ, eh bien, dans certaines spiritualités, malheureusement, ces communautés-là sont encore euh, considérées comme, mettons, des personnes, moi je m'embourbe dans mon exemple là, mais des personnes qui ne vivent pas selon les préceptes de la religion ou la spiritualité. Et pour une personne proche aidante, ça peut être extrêmement culpabilisant d'avoir voulu soutenir cette personne-là, d'aimer cette personne-là, malgré le fait qu'elle n'ait pas pris un chemin qui soit celui de la religion ou de la spiritualité en question. Donc, oui, la spiritualité, en général, peut être un support, mais attention, ça ne l'est pas toujours. Euh, Même chose pour la durée de la relation. Ce qui est intéressant, c'est que on se dit intuitivement, on se dit le deuil d'une personne qu'on a fréquentée pendant 20, 30, 40 ans, ça va être beaucoup plus compliqué que le deuil d'une relation affective avec une personne qu'on fréquente depuis, mettons, un mois, 6 mois, en tout cas depuis peu longtemps. Ce qu'on oublie dans ces situations-là, c'est que au début d'une relation, en fait, l'intensité de cette relation peut être extrêmement forte, hein. On a des rêves, on a des projets, on est dans la passion amoureuse. Et perdre cette personne-là à ce moment-là, ça peut être vraiment extrêmement compliqué parce qu'on a des projets qu'on voulait réaliser. On se projetait avec cette personne comme étant la seule et unique personne possible enfin, c'est notre élu, notre âme sœur, etc. Donc, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas dire que la durée de la relation en soi est une entrave ou une ressource. Ça dépend vraiment de la situation. Et encore une fois, j'insiste, c'est votre jugement clinique qui va vous permettre de vous dire, ah, mais non, finalement, cette durée de la relation-là, c'est plutôt une entrave ou plutôt une ressource. Donc, le fait d'avoir Donc, utilisé les systèmes oui, de vas-y. couleurs permet justement Voilà, de nuancer chaque facteur, parce que chaque facteur peut être, comme tu l'as mentionné au début, une ressource ou une entrave. Donc, et en même temps, c'est la discussion entre les proches, mais aussi le jugement clinique d'intervenant qui va dire, ah, vous me présentez avec une spiritualité, vous êtes très religieuse, mais vous avez peu d'accès à cette communauté cette communauté de religion ou de spiritualité, et ça crée peut-être un fardeau, cette spiritualité-là. Donc, c'est vraiment le jugement clinique qui va ouais, aller faire une nuance dans est-ce que c'est une ressource ou une entrave. Et parfois, les proches n'ont peut-être pas forcément cette vision, et c'est en discutant avec l'approche, la personne proche aidante, qu'on peut voir est-ce qu'elle en retire un certain bénéfice de ce facteur-là exact, dans son processus de deuil? exact, tout à fait. Euh, Parfait. ce qui m'amène en fait à vous présenter un autre exemple de cartographie, plus difficile celle-là, ok? Ce que j'appelle plus négatif, plus difficile. Euh, il y a pas mal de facteurs entraves ici qui sont identifiés, hein. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Dans la formation en ligne, on va vous mettre le lien dans la formation en ligne, cette cartographie-là, en fait, elle correspond à une situation clinique qu'on développe, d'accord? Mais on va aller tout de suite à la,
à la fin finalement de la situation. Qu'est-ce qu'on lit ici? Comment est-ce qu'on lit ça? Ben, on voit que bah, il y a plus de rouge quand même ici et que la personne gagnerait probablement à être un petit peu plus soutenue. D'accord? Euh, mais qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit surtout que si on veut la soutenir, c'est visiblement pas en l'orientant vers sa famille ou son réseau social qu'il va y avoir des ressources qu'elle va pouvoir mobiliser, puisque ben, la cohésion familiale et la communication, c'est pas top top dans la famille, hein. Et par ailleurs, les amis de cette personne-là sont pas disponibles. Elle en a, mais ils sont pas disponibles parce qu'ils sont eux-mêmes aux prises avec de la proche aidance, avec des préoccupations. Et donc, oui, il y a un réseau, mais il n'est pas disponible. Et donc, quand on veut offrir du soutien à cette personne-là, ben, il va falloir s'appuyer sur autre chose. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on regarde la personne proche et on constate que, ah tiens, c'est une personne qui a une capacité de verbalisation et de compréhension. D'accord? Donc, on voit que oui, d'accord, c'est compliqué au niveau physique, au niveau des réactions émotionnelles, etc. Mais quand même, on constate qu'il y a du positif là-dedans. Et on a aussi identifié un facteur qui n'était pas dans la cartographie. On a laissé des espaces parce que on n'est pas des, on n'estime pas qu'on a tout couvert. Et là, on se rend compte qu'en fait, la personne proche, elle a développé en fait un aspect créatif dans sa vie. Donc c'est quelque chose d'important pour elle. On l'a rajouté en bas, en vert. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, un exemple d'intervention, ça pourrait être de l'orienter vers un groupe de soutien qui utilise les arts pour soutenir les proches. On retrouve de plus en plus de ces ateliers créatifs-là pour vivre le deuil. On a fait avec Patrick des ateliers interactifs à la maison, euh, comment dire, Saint-Raphaël. pardon, à la maison Saint-Raphaël, donc la maison de soins palliatifs à Montréal, et ils organisent des ateliers créatifs autour du deuil. Et donc, et je suis certaine qu'à Montréal, il doit y avoir d'autres types de ressources comme ça. Et bien, donc là, en fait, ce que ça amène, c'est de dire oui, la personne aura probablement besoin d'un peu plus de soutien. Mais oui, on peut aussi lui trouver comment est-ce que les facteurs verts vont pouvoir nous orienter dans une intervention qui serait soutenante pour la personne. Donc, Isabelle, à quel moment tu nous recommandes de compléter ou de débuter une cartographie pour chaque proche? Ouais, je vois que le temps passe vite, Oui. effectivement. Donc, quand est-ce qu'on passe cette cartographie? En fait, dans l'idéal, ok, dans l'idéal, dès que vous faites une intervention avec une personne proche et aidante, vous pouvez commencer à réfléchir à cette cartographie, réfléchir aux facteurs qui pourraient constituer des ressources ou des entraves, parce que ça met un petit peu de temps à remplir et que, ben voilà, ça vous donnerait ce temps-là. Une fois que la personne est décédée, en fait, je sais que les interventions pour les personnes endeuillées, elles se font en général après le décès. Il faut faire attention, en fait. Dans l'idéal, il faudrait éviter, même si c'est pas toujours possible, mais il faut faire très très attention parce que quand une personne décède, bien souvent, il y a un entourage qui est présent et qui va soutenir la personne proche aidante pendant les premières semaines, pourquoi pas les premiers mois. Mais on le sait, les études le montrent, c'est en fait plusieurs mois après que le soutien commence à s'étioler un peu, les gens reprennent leur vie, c'est normal. Et donc la personne proche aidante et endeuillée peut se retrouver un petit peu plus démunie. Donc, ma réponse à ta question simple, idéalement avant le décès, hein, ou plusieurs mois quelque part ou plus loin dans le vécu de deuil. Si c'est pas possible, faites-le après le décès parce que vous êtes dans un suivi de deuil, mais faites attention que certaines ressources pourraient être spécifiques au moment du décès. Très bien. On a une question dans le clavardage qui Oui. est intéressante. Donc, dans l'intention de la création de la cartographie, est-ce que c'est un outil qu'on devrait remplir
avec la personne proche aidante ou est-ce que c'est plus un cadre d'analyse pour l'intervenant de réfléchir sur les différents facteurs? Alors, c'est hyper intéressant et on a eu cette discussion-là à plusieurs reprises en fait dans l'équipe. On n'a pas établi de règles. C'est un outil en fait qui est pour les intervenants et qui doit que vous pouvez vous approprier comme vous le voulez. Ceci étant dit, on s'est quand même questionné sur l'effet que pourrait avoir sur les personnes proches aidantes une cartographie qui serait très négative. Mettons que vous dites, parce que c'est un outil qui peut être très intéressant pour la personne proche aidante, pour lui montrer à quel point elle a beaucoup de ressources. Hein, donc, un outil finalement d'empowerment, si on veut, pour la personne proche aidante. Le problème, c'est que si vous êtes avec cette personne-là et que vous surlignez certains facteurs en vert, mais beaucoup de facteurs en rouge, ça peut avoir pour effet chez elle d'alourdir quelque part son fardeau en se disant, mais mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Donc moi, je ferai attention à, oui, remplissez-le avec cette personne-là, mais faites quand même attention si jamais vous êtes en mesure d'identifier que un travail préalable pourrait être fait avec cette personne-là avant de remplir la cartographie pour l'amener en fait à identifier plus de ressources que d'entraves en fait. C'est à ça qu'on a pensé. Mais oui, c'est très intéressant de le remplir avec la personne proche aidante. Ce qui est d'ailleurs intéressant aussi, c'est de constater parfois qu'on n'a pas la même lecture que la personne proche aidante sur les ressources et les entraves. Mhm, tout à fait. Et une autre question dans le clavardage, c'est justement les facteurs, le fait de les souligner en rouge et en vert, ou peu importe les couleurs que les gens choisiront Oui. dans le futur, ça c'est pas, c'est juste une indication pour vous. Euh, je pense que la personne n'a peut-être pas bien saisi justement le fait, qu'est-ce qu'on entend par la neutralité des facteurs. Ben, ça veut dire qu'en fait, tous les facteurs sont a priori ni une ressource ni une entrave. En fait, ça peut être une ressource ou une entrave dépendamment de la situation, dépendamment de la personne que vous avez devant vous. Ce facteur-là peut être une ressource ou une entrave. Je reviens avec, je vais prendre un autre facteur, tiens, quelque chose qui, voilà, le lieu de décès, tiens, le lieu de décès. La personne est décédée à la maison, d'accord? Le lieu de décès peut être, au moment du décès, une grande ressource parce que je suis parvenue, mettons, euh, à réaliser le souhait de ma personne, de mon proche. J'avais envie qu'il puisse mourir chez lui et il est mort chez lui, je suis contente. Ça a été difficile, mais je suis contente et je peux me nourrir dans ma relecture au moment du deuil. Je peux me nourrir de cet accomplissement que j'ai fait. Mais pour une autre personne, le proche est mort à la maison et ça a été un cauchemar. Et maintenant, mon domicile est empreint de ce décès-là. Et je suis prise avec cette idée-là. Il voulait mourir à la maison, j'ai respecté son souhait, mais j'allais sacrer. Mais ça a été extrêmement difficile pour moi et je regrette, j'aurais pas dû faire ça. Même si j'ai respecté son souhait, c'est quelque chose que je trouve dur. J'ai des pensées intrusives au moment du deuil sur cette situation-là. Donc le lieu de décès en tant que tel peut être une ressource au moment du deuil ou une entrave. Et donc vous allez la colorier en fonction de la situation en vert ou en rouge. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, plus clair. Et les facteurs qu'on a vus dans ta cartographie remplie qui sont laissés vides, donc aucune couleur, c'est Oui, quoi ces éléments-là? alors ces éléments, c'est parce que parfois on n'a pas il y a deux possibilités. Parfois on n'a pas la réponse, on ne le sait pas. On ne connaît pas suffisamment la personne pour savoir si, par exemple, euh, mettons ça, oui, parce que vous êtes des intervenants, mais mettons que je vais en prendre un ici. Vous connaissez peu, par exemple, son rapport au travail. Ben, vous connaissez pas, voilà, vous n'avez pas à remplir toute la cartographie parce que vous n'êtes pas au courant de toute la situation. Mais une autre raison pour la laisser sans couleur, c'est que c'est ni une entrave ni une ressource.
C'est-à-dire que le travail, bon, bof, c'est ni bien ni mal. Donc, vous avez le droit tout à fait de laisser ça en non colorié parce que voilà, c'est pas voilà, ni l'un ni l'autre. Donc, vous ne la coloriez pas. Eh bien, je vais regarder, est-ce que c'est d'autres commentaires dans le clavardage? Il y a un commentaire justement sur le recours à l'aide médicale à mourir, qui est noté comme un thème. Oui, Donc, est-ce que, il y a des indications ou des choses où on pourrait élaborer là-dessus sur ce facteur-là? oui. Alors, on a un facteur qui s'appelle type de décès, Mhm. notamment l'aide médicale à mourir. Encore une fois, ni une entrave, ni une ressource en tant que telle. Le recours à l'aide médicale à mourir n'est pas une ressource ou une entrave en soi. Par contre, s'il y a eu un désaccord profond sur le recours à l'aide médicale à mourir, par exemple, mon conjoint voulait l'aide médicale à mourir, il l'a eu, et moi, ça m'a bouleversée. Je suis complètement anéantie par le fait qu'il m'a abandonnée alors que j'aurais pris encore plusieurs mois, etc. Donc, le type de décès, notamment l'aide médicale à mourir, peut être une ressource si voilà, ça s'est fait dans l'harmonie, on était là, ça a été difficile, évidemment, c'est difficile, il est mort, je veux dire, on parle de vécu de deuil, mais le type de décès n'est pas une entrave. Par contre, dans l'autre situation où j'étais contre, j'aurais voulu une autre manière de mourir, eh bien, ça peut être une entrave. Donc, l'aide médicale à mourir en soi, bah, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste la Mhm. manière. Est-ce qu'il y a eu accords, désaccords? Comment est-ce que ça s'est fait? Qui était là? Qui n'était pas là? Voilà. Donc, l'aide médicale à mourir peut effectivement être un facteur ressource ou entrave. Alors, Voilà. pour les intervenants dans le groupe aujourd'hui, c'est vraiment la perspective des proches qu'on doit mettre Exactement. en valeur sur la cartographie. Puis des fois, ça peut être mêlant parce qu'on accompagne des fois les deux, l'usager en fin de vie et les proches. Et des fois, il y a une confusion. Monsieur voulait son aide médicale mourir. Qu'en est-il pour madame? Même s'il l'a Exact. reçu ou il l'a pas reçu, ça peut avoir des impacts sur les différents individus, sur la dynamique de couple, sur... Il y a tellement de facteurs qui peuvent être touchés par Oui. ces événements-là. Et c'est ça qui permet justement d'utiliser la cartographie, d'identifier les différents facteurs, tout en ayant en tête la perspective des proches. Et ça, c'est ça Exact. vraiment, c'est la beauté de l'outil, c'est justement parce que les intervenants accompagnent plusieurs personnes. Et c'est peut-être une question qu'on pourrait aborder, c'est on rencontre des familles des fois, puis il y a plusieurs proches. Alors, combien de cartographies on Alors, remplit? oui. Ça, c'est intéressant. Je vais repartager la dernière diapo, en fait, du PowerPoint qui reprend, en fait... ça, c'est... Elle est où, ma cartographie? Voilà, ici. En fait, la cartographie, pardon, la diapo précédente, ça répondait à une question que j'ai vue passer, c'est où est-ce qu'on peut avoir accès à l'outil? Oui, Tout est gratuit, tout est en accès libre. Il y a l'outil, mais il y a la revue de formation. littérature et il y a la formation en anglais et en français sur deux plateformes différentes. La formation dure entre 2 et 3 heures avec des cas cliniques, des témoignages, etc. Mais pour répondre à ta question, en fait, c'est que la cartographie, c'est pas un outil magique, il y a des intérêts, il y a des limites. Et évidemment, là, je vais pas me concentrer sur les intérêts, d'accord, mais sur les limites. La limite, en fait, une des grandes limites, c'est la dimension temporelle, c'est-à-dire qu'un facteur peut changer. De ressources, il peut passer à entrave, d'entrave, il peut passer à ressources. Il faut considérer que la cartographie, c'est une photographie à un moment X. On a beau chercher, on ne sait pas faire un truc qui change dans le temps sans qu'on refasse parfois la cartographie ou qu'on revienne sur un facteur. Euh, une autre des limites, c'est effectivement qui, et ça répond à ta question, qui est la personne proche avec qui on remplit l'outil. Ben, en fait, vous pouvez remplir l'outil avec le nombre de personnes que vous voulez. Chaque personne a son outil, chaque personne a sa cartographie. La personne dans l'équipe qui est le mieux outillée, c'est aussi une question qu'il faut se poser parce que parfois, ce ne sont pas les TS.
Parfois, ce sont les infirmières qui ont une vision globale. Mais la plupart du temps, c'est une vision interdisciplinaire que ça prendrait. Et donc, à la limite, ça serait de regarder l'outil en rencontre d'équipe pour des facteurs qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Ou évidemment, la dernière élément, c'est les populations qui sont visées. Donc l'outil, il a été créé plus dans un, dans un contexte, si on veut, euh, occidental, très situé. On a par exemple pas vraiment eu la possibilité d'intégrer tous les éléments propres aux personnes immigrantes ou en situation illégale, par exemple, ou les populations LGBT, etc. Ça prendrait encore plus de facteurs. Le problème, c'est que vous le voyez bien, c'est qu'on ne sait plus en mettre dans la cartographie. Peut-être qu'on devrait développer une deuxième page, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que toutes les populations ne sont pas visées dans l'outil. Euh, Qu'est-ce que je voulais mentionner par rapport à ça? Oui, qu'une utilisation alternative, ça pourrait être d'imprimer ça et de le mettre dans le bureau des relations, des réunions d'équipe. Hein. Je l'ai fait dans mon propre bureau. J'ai fait une affiche, une grande affiche qui reprend une cartographie, ce qui permet, par exemple, dans les rencontres d'équipe, de se souvenir de tous ces facteurs-là, de se dire, ah oui, c'est vrai, on n'a pas considéré, on a oublié, par exemple, de penser au système soignant et à ce qui s'est passé pendant la maladie, etc. Là, je vois le temps qui file. Qui file beaucoup, oui. Ouais. Donc, pour reprendre les grandes lignes de la cartographie, bon, il y a des facteurs positifs, des facteurs, des entraves, des facteurs qui peuvent être facilitants pour le processus du deuil. Donc, le jugement clinique est important, la compréhension de la réalité des proches, ça aide. Idéalement, dans une de tes diapos, tu mentionnes que débuter la cartographie avant le décès peut être Non, après. facilitant après, mais des fois, si on a une connaissance avant, ça peut aussi aider à voir quelles sont les ressources qui sont en place. Donc, c'est de revoir aussi les éléments positifs et négatifs qui ont été identifiés pour pouvoir mieux cibler le type de suivi que la personne pourrait bénéficier, soit un groupe ou une intervention un à un, tout en sachant que l'outil a été développé aussi avec les études de Hanoun qui mentionnent qu'une grande majorité des personnes proches aidantes et de la population en général vont vivre un deuil sans forcément avoir un suivi professionnel, mais pouvoir identifier ceux qui ont peut-être plus d'entraves. Ça aide justement les intervenants à mieux orienter ces personnes-là vers des bonnes ressources. Puis tu donnais l'exemple d'un atelier créatif, donc de pouvoir mieux cibler le type d'intervention ou de ressources que la personne pourrait apprécier, bénéficier, la mettre en contact en tenant en compte dans l'ensemble de ces facteurs. Donc, l'outil est vraiment très, très englobant et très, très détaillé. Et pour les intervenants qui l'utilisent pour une première fois, bon, on vous invite à vous connecter sur la formation qui est disponible en ligne et vous donner du temps aussi d'intégrer la cartographie. Parce que, comme Isabelle mentionné, 78 facteurs, 71, c'est beaucoup pour un intervenant, pour un être humain de considérer dans une évaluation. Donc, personnellement, moi, quand j'ai commencé à utiliser la cartographie, ça m'a pris une dizaine de dossiers avant de pouvoir maîtriser l'outil, avant de pouvoir être confortable avec et comprendre les différentes interactions entre des facteurs et les domaines. Donc, donnez-vous du temps de bien intégrer l'outil, mais quand on l'a en tête, c'est beaucoup plus facile à repérer en suivi quand on fait des soins palliatifs ou d'accompagnement en fin de vie, de dire, ah, il y a peut-être un désaccord sur la fin de vie et ça va peut-être créer une dynamique familiale compliquée, ça va peut-être amener dans un processus de deuil un peu plus compliqué. Donc, c'est des éléments qu'on peut éventuellement intégrer dans sa pratique professionnelle. Alors, Je, il est une je- heure. ouais, je- On doit malheureusement peut-être fermer la session. On te remercie beaucoup, on est Isabelle, pour ta obligé. présentation. On Nous, peut on peut pas prendre rester, quelques mais questions? il y a des gens qui Est- peuvent Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui veulent poser des questions ou il faut fermer absolument la session maintenant? on peut rester. Il y a peut-être aussi Rebecca qui a quelques mots à dire pour la fin.
Je vais juste dire quelques mots pour terminer pour la plupart des personnes qui doivent quitter si vous avez d'autres rencontres. Je veux juste montrer une dernière diapo rapide. Alors, merci à tout le monde. Et puis, Isabelle et Patrick, vous pouvez rester et répondre à d'autres questions s'il y a encore des questions dans le clavardage. Alors, on voulait juste remercier tout le monde pour vous être joints à nous aujourd'hui. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres thèmes liés au deuil des personnes proches aidantes, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons aussi ce court sondage afin de recueillir vos impressions sur cette session. Alors, merci de bien vouloir partager votre avis. Et nous avons quelques sessions à venir, notamment une session le 12 février sur les jeunes personnes proches aidantes et une autre session le 26 mars sur les communautés de personnes proches aidantes marginalisées. Alors, pour être informé de nos prochains événements, suivez-nous sur LinkedIn et sur Facebook. Et encore, si vous avez des questions en général, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Alors, Isabelle et Patrick, vous pouvez finir avec les dernières questions dans le clavardage. D'accord. Si Est-ce tu que... peux, Ouais. merci d'arrêter le partage. Donc, une question, est-ce qu'on peut considérer remettre l'outil à un proche aidant dépendant de la situation et le laisser la remplir seul? Encore une fois, encore une fois, je pense que c'est à vous de juger. L'outil est vraiment fait appel au jugement clinique, hein. Je pense que moi, si j'étais intervenante, je ne le ferais pas intuitivement parce que je pense qu'on peut avoir envers soi-même des jugements qui sont peut-être pas toujours les meilleurs, surtout dans des situations difficiles. Faudrait quand même expliquer à la personne l'objectif de l'outil. C'est pas de faire un checklist, une checklist de ce qui va pas bien, par exemple, pour une personne qui est plutôt négative, par exemple, ça pourrait arriver. Donc, moi, je pense que je le ferai pas. Mais ça, c'est moi. Il C'est est en ça. libre accès si vous avez envie de le donner. Je pourrais rien faire contre ça, mais moi, je ne le ferai pas. Oui, l'outil n'a pas été créé pour être auto-administré. Non. Donc, c'est vraiment un outil pour les intervenants pour pouvoir avoir une discussion avec les proches. Certains facteurs vont vous venir d'office naturellement en tête. Ah oui, ça c'est positif, ça c'est une entrave parce que vous connaissez l'approche. Puis il y a d'autres éléments. Peut-être que dans vos suivis, vous allez faire un domaine à la fois pour explorer les différents Ouais. éléments. Si vous ne connaissez pas l'approche très bien ou si vous ne connaissez pas la personne endeuillée, parce qu'elle arrive chez vous pour recevoir des suivis d'œil et que vous ne connaissez rien de son histoire, c'est un outil qui peut vous aider à explorer son expérience de proche aidante Ouais. dans toutes ces dimensions qu'on a Ouais. élaborées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, qui ne sont pas dans le clavardage ou... Je pense qu'il y avait une autre question. C'était écrit: Bonjour, si un patient a présenté déjà des idées noires, tout sous contrôle en ce moment, mais il n'a jamais parlé de AMM, est-ce que moi je peux lui dire que on a le service d'AMM? Merci. C'est plus une question sur l'aide médicale à mourir. C'est pas une ça, c'est question pas sur la dans mon cartographie, domaine. mais bref, j'inviterai cette personne à me contacter en Oui, privé contactez pouvoir répondre à contactez ces Patrick questions-là. Rivage. Ouais, Ouais. contactez Patrick. C'est un expert Ou, là-dedans. ou votre groupe interdisciplinaire de soutien sur les services qui sont disponibles Oui, dans votre région pour accompagner ces personnes-là. Donc, Oui. ça serait trop long à répondre autrement. Donc, d'accord. ben, je pense que là-dessus, c'était la dernière question que nous avions. Alors, un grand merci pour les gens qui se sont joints et merci Ouais. à Isabelle pour la présentation et à Rebecca d'avoir tout organisé ça en arrière-plan. Donc, c'est très apprécié et on vous encourage à nous contacter si vous avez des questions sur Oui. la cartographie ou tout élément de deuil des personnes proches aidantes. N'hésitez Merci pas. beaucoup. Bon après-midi, bonne tempête de neige. Au revoir. Prenez soin de Bye. vous. Au revoir.